Florence et Thierry, c'est à vous. Écoutez, je vais juste introduire, avant de passer la parole à Thierry, donc les quatre accords Toltec. On va dire que c'est un sujet qui nous passionne à Thierry et à moi, parce que c'est un sujet que nous utilisons en coaching, qui est facile de compréhension, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les outils de coaching mis à disposition, on va dire, des non-professionnels. Nous l'utilisons auprès des cadres dirigeants qui sont accompagnés par l'espace dirigeant et en tout cas, c'est un sujet qui intéresse énormément. Donc, je vais passer la parole à Thierry qui va introduire les quatre accords Toltec. Bien alors bonjour. Et donc effectivement, les accords Toltec, moi je les connais depuis probablement plus de 20 ans, et j'ai relu ce petit livre peut-être une dizaine de fois, ce qui fait que maintenant c'est assez intégré et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est un livre surprenant parce que il a été écrit par Don Miguel Ruiz, qui est un médecin mexicain qui a eu, je ne sais pas si il y a rien, il n'y a pas de visuel sur lui. Non. Donc, attends, il faut que je fasse ça et que je regarde ça. Et donc, c'est un médecin mexicain qui a eu des problèmes de santé très importants. Il a vécu une expérience de mort imminente. Et à partir de là, il s'est tourné vers la sagesse de ses ancêtres toltèques et il a proposé ce guide de liberté personnelle. Euh, alors, les Toltecs, on ne connaît pas très bien. D'ailleurs, beaucoup de gens disent, mais les Toltecs, qu'est-ce que c'est que les Toltecs? Alors, les Toltecs sont un peuple d'Amérique centrale précolombienne, dont la puissance a culminé entre le Xe et le XIIe siècle de notre ère. Et puis, ensuite, ils ont disparu. Euh, Toltec, le nom signifie maître bâtisseur ou artisan ou encore artiste. Ils ont développé leur culture autour de Tula, leur capitale, à 60 km au nord de Mexico. Et ce sont les Aztèques qui sont plus connus, qui sont les admirateurs des Toltecs, qu'ils considèrent comme les inventeurs de toute civilisation. Et donc, les Toltecs ont développé une culture raffinée, artistique, et ce sont des scientifiques, des artistes qui ont formé une société vouée à explorer, à préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Et la connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers des lignées de Nagal, qui sont les maîtres, bien après la disparition du peuple toltèque. Alors, la conception de l'univers toltèque n'est pas une religion, bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, mais plutôt un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Alors, quelques mots sur les principes fondamentaux de la conception toltèque. Euh, le premier point, c'est le rêve. C'est assez étonnant parce que on n'imagine pas, mais ils ont une vision dans laquelle le rêve, qu'il soit éveillé ou dormi, est la fonction permanente de l'esprit humain. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme idée, que en fait, nous sommes tous tout le temps en train de rêver, que nous soyons éveillés ou endormis. Euh, et ce sont ces rêves qui façonnent le monde. En état de veille, notre cadre de référence concret nous fait percevoir les choses d'une façon linéaire, séquentielle, et en fonction de la vision du monde qui est la nôtre. Et puis en dormant, ben, le cadre de référence disparaît, et on sait tous à quel point le rêve change, n'a plus de limite, et quelquefois nous faisons des rêves absolument extraordinaires ou ahurissants. Alors depuis toujours, chacun dans nos cultures, les êtres humains, nous avons inventé une histoire et les Toltecs appellent cette histoire le rêve de la société ou le rêve de la planète. Et le rêve de la planète est le rêve collectif, qui est le fruit des milliards de rêves personnels plus petits, qui ensemble forment le rêve d'une famille, d'une tribu, d'une ville, d'un pays, et finalement le rêve de toute l'humanité avec ses règles et ses codes de vie. On pourrait mettre cela en relation avec l'inconscient collectif de Jung, et moi je pense qu'effectivement,
ces pensées ou ces rêves de tous les êtres humains depuis l'aube des temps sont à l'origine de ce que Jung a appelé l'inconscient collectif. Alors, lorsque nous naissons, les adultes, c'est-à-dire les parents, l'école, la religion, captent notre attention, petit enfant, pour nous enseigner comment rêver. Et donc, nous avons assimilé depuis la naissance une réalité, un rêve, et nous avons appris à nous comporter en société, ce qu'il faut croire, ne pas croire, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, à partir de ce rêve. Et nous avons également appris à capter l'attention des autres et à développer, et nous avons développé un besoin d'attention qui est devenu très très fort. Les enfants se disputent toujours l'attention de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs amis, et en disant, mais regardez-moi, regardez-moi, je suis là pour attraper de l'attention. Alors je vais passer la... Non, je continue. Le langage est donc le code de compréhension et de communication entre les êtres humains. C'est très important de bien comprendre ça. Et nous, quand nous accompagnons des personnes, moi, je connais bien la culture japonaise, j'ai un frère qui vit au Japon, et j'ai bien vu à quel point les langages, le langage japonais, le langage français, sont différents et façonnent la façon de voir, la façon d'être de chaque culture. Et donc, enfant, nous n'avons pas choisi nos croyances, nous avons donné notre accord à l'information qui nous était transmise sur le rêve de la planète. C'est intéressant de se dire qu'un petit Français a donné son accord à la culture française et un petit Japonais a donné son accord à la culture japonaise. Et tant qu'ils ne se rencontrent pas, ils ne se rendent pas compte à quel point ces rêves sont différents. Et mon neveu, qui est franco-japonais, a bien compris cette dualité. Et il me dit, ben, quand je suis en France, je suis japonais, et quand je suis au Japon, je suis français. Et c'est très particulier, mais c'est très important de comprendre à quel point nous sommes façonnés. Et donc, enfants, ben, nous croyons ce que les adultes nous disent, nous sommes d'accord avec eux, et le système de croyance contrôle tout le rêve de notre vie. Et il en résulte une soumission aux croyances avec notre accord. Don Miguel Ruiz appelle cela le processus de domestication des êtres humains. Et c'est surprenant, mais effectivement, c'est une domestication. Et grâce à cette domestication, nous apprenons comment vivre, comment rêver. Et donc le rêve de la planète nous enseigne comment être des êtres humains, avec les nuances de chaque culture, comme je l'ai évoqué. Et donc nous avons un concept de ce qu'est la femme et un autre de ce qu'est l'homme. Aujourd'hui, on voit bien à quel point, d'ailleurs, ces conceptions sont remises en question par des cultures woke, etc. Nous apprenons aussi à juger. Une partie de nous devient le juge et nous demande en permanence, et nous jugeons en permanence. Nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons les autres, nous jugeons tout le temps. Et lorsque nous avons été assez âgés pour comprendre, nous avons appris à dire non pour défendre notre liberté. Nous voulions être nous-mêmes, mais nous étions trop petits. Au bout de quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur d'être punis. Et une autre partie de nous est devenue la victime. Et il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances. Le rêve de la planète, à ce moment-là, ressemble à l'enfer. Notre esprit, alors Don Miguel Ruiz dit que notre esprit tout entier est un brouillard que les Toltecs appellent mitoté. En Inde, on appelle cela maya, ce qui signifie illusion. Et c'est l'idée que se fait la personne du je suis. Tout ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mitoté ou l'illusion. Et donc, nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment. C'est pour cela que les êtres humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, c'est le risque d'être vivant. S'exprimer en fonction de qui on est vraiment suscite une peur très importante. Être simplement soi-même, voilà ce qu'on redoute le plus. Et nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté, de ne pas être assez bien. Alors, en essayant d'être comme il faut aux yeux
de ceux qui nous aiment, papa, maman, nos frères, sœurs, le prêtre, les professeurs, nous construisons cette image de perfection à laquelle il est impossible de se conformer. C'est une image qui n'est pas réelle, mais en n'étant pas parfait, nous nous rejetons et nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfaits. Et donc nous manquons d'authenticité, nous portons des masques pour éviter que les autres le remarquent. Et parce que nous avons besoin d'être acceptés et aimés par autrui, mais nous sommes incapables de nous accepter et de nous aimer nous-mêmes. Alors, à travers les accords que nous avons passés avec nous-mêmes, nous nous disons qui nous sommes, ce que nous sentons, ce que nous croyons, comment nous nous comportons, et le résultat est ce que nous appelons notre personnalité. Pour changer cela, les 4 accords Toltec nous aident à rompre avec ces accords issus de la peur et nous donnent assez de pouvoir personnel pour changer. Alors, le premier accord. J'y vais. Voilà. Non, c'est moi qui continue, Florence. Oui, oui, je sais, mais je te mettais Oui. la slide, Thierry. Ah, d'accord, pardon. Alors, que votre parole soit impeccable. Euh, c'est le premier accord et c'est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Don Miguel Ruiz dit même qu'il est si important qu'à lui seul, il nous permettra de transformer notre vie. La parole est notre pouvoir créateur. D'ailleurs, dans la Genèse, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Quelle que soit notre façon de parler, notre intention se manifeste par la parole. Ce dont nous rêvons, ce que nous sentons, ce que nous sommes vraiment, tout ceci se manifeste par la parole. Et donc, la parole est le véhicule de notre réalité. Il représente notre capacité à nous exprimer, à communiquer, à penser, et donc à imaginer et à créer les événements de notre vie. Si nous regardons autour de nous, pratiquement tout ce qui existe en dehors de la nature a été pensé et donc parlé par les hommes. Et encore, quand on regarde la nature, les êtres humains ont drôlement transformé la nature. C'est une idée intéressante. Il faut prendre conscience de ce point. Une partie importante de ce qui existe aujourd'hui sur la planète a d'abord été parlée par des hommes qui ont fait des plans, qui ont fait pour transformer la nature. Alors nous savons tous à quel point la parole est puissante, puisque un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Un certain Adolphe, par la parole, a manipulé une nation qui était pourtant parmi les plus éduquées du monde. Sa parole, fondée sur des croyances et des accords issus de la peur, a eu un impact impressionnant sur les esprits de ses contemporains et a provoqué des millions de morts et des exterminations lors de la Deuxième Guerre mondiale. De la même manière, la parole marxiste-léniniste a transformé aussi, a changé le monde de millions de personnes et pendant 70 ans. Et je ne parle pas de Mao Tse-tung, etc. Donc, le pouvoir de la parole. Alors, la parole est comme une graine et l'esprit humain est très fertile. Une peur, un doute semé dans notre esprit peut créer une succession dramatique d'événements. Dans notre enfance, au cours de notre domestication, nos proches ont émis des opinions sur nous, sans même réfléchir, et nous avons cru ces opinions qui nous ont très souvent limités, entravés. Je me souviens d'un homme que j'accompagnais qui me racontait que quand il avait 11 ans, il s'approchait du salon de ses parents, dont la porte était entr'ouverte. J'espère que le bruit ne vous perturbe pas. Et il avait entendu que ses parents parlaient de lui et son père disait « on n'en fera jamais rien de bon ». À 45 ans, cet homme qui me racontait ça vivait encore sous l'influence de cette parole de son père, en n'étant lui-même pas sûr qu'il deviendrait quelqu'un de bien. Une autre personne que j'avais accompagnée, une femme, avait été terrorisée par une explosion de colère de sa sœur aînée qui lui avait dit avec une extrême violence qu'elle était laide, qu'elle ne devrait pas exister, qu'elle ferait mieux de disparaître. Quand elle m'a raconté ça, c'était extrêmement violent encore 30 ans plus tard. Et donc elle-même considérait qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, qu'elle ne pouvait pas demander de l'aide parce qu'elle ne méritait pas qu'on l'aide. C'était ces mots, non mais je ne mérite pas qu'on m'aide. C'est très impressionnant de rencontrer ça parce qu'on voit que
quelques paroles ont complètement perturbé une personne, qui sont restées sous l'emprise de paroles mal intentionnées. Heureusement, la parole de quelqu'un de bienveillant, d'attentionné, plein d'amour, va pouvoir changer cela et nous libérer. Ces deux personnes ont fait un travail et se sont libérées de ces paroles négatives pour retrouver leur liberté. Et je vous assure que ça a été des libérations tout à fait extraordinaires. Dans les relations humaines, que ce soit dans l'entreprise ou dans la famille, donc cet impact de la parole est considérable. Et pour nous, dans notre métier de coach, avec Florence, c'est un fondamental. Il faut aborder l'autre avec une parole positive, vivante, sans jugement. Alors donc, pour Don Miguel Ruiz, impeccable vient du latin et signifie sans péché. Moi, je dis plutôt sans mauvaises intentions. Être impeccable, pour Don Miguel Ruiz, c'est ne rien faire contre soi-même. Lorsque nous sommes impeccables, nous assumons la responsabilité de nos actions, mais nous ne nous jugeons pas. Notre parole part de nous et parle de nous, et donc il faut choisir d'où nous parlons, à partir de la bienveillance, de l'amour ou de la peur ou de l'égoïsme. Alors il est difficile de conclure cet accord parce que nous avons appris l'inverse. Nous avons autant appris le mensonge que la vérité, comme mode de communication avec les autres, avec nous-mêmes. Nous avons tous connu ces situations, que ce soit en arrivant au bureau ou chez nous, alors que nous sommes préoccupés ou fatigués ou avec un mal de tête, et nous sommes assaillis par un collaborateur ou un enfant qui poursuit son propos sans se rendre compte de notre état. Et tellement que nous perdons le contrôle et lui parlons avec colère, avec des mots qui trahissent notre pensée, comme on dit. Mais à cet instant, l'autre, le collaborateur ou l'enfant, croit cette parole et conclut un accord avec lui-même par lequel il va réprimer profondément ses expressions, ses émotions. Et donc, dans les interactions humaines, la médisance, la propagation des rumeurs est très fréquente et la médisance est devenue une des principales formes de communication de la société. Et les fake news ont pris une place abusive. La médisance, c'est comme un virus qui code l'information avec une intention négative. Et donc, beaucoup de paroles sont comme des virus qui s'installent dans nos esprits et qui assombrissent notre pensée. Et cet ensemble de virus véhiculés par des paroles des hommes est ce que les Toltecs appellent le mitoté, ce chaos résultant de ces milliers de voix qui s'expriment toutes à la fois dans notre esprit. L'impact de ces virus ou de ces paroles malsaines est considérable et il a permis de justifier des comportements extrêmement cruels. Alors, je vous livre une règle que je me suis donnée, qui est de parler de l'autre comme s'il était devant moi. J'ai choisi cela parce que finalement, c'est une manière très simple d'avoir une parole impeccable. J'essaye, pas toujours, mais quand même souvent, de parler de l'autre comme s'il était devant moi. Ça évite de médire, de parler dans le dos de l'autre, et ça introduit tout simplement le respect. Une amie m'a dit il y a quelque temps, nous étions un groupe d'amis et discutions entre femmes, et nous déplorions la manière dont les hommes parlent des femmes en général. Il y a plusieurs dire, je ne connais aucun homme qui parle des femmes comme il faut. Et cet ami a dit, à ce moment-là, j'ai pensé à vous et j'ai dit que je connaissais quelqu'un, je n'entends jamais parler des femmes de travers. Et moi, j'étais très content qu'elle l'ait remarqué. J'ai toujours été choqué, effectivement, de la manière dont la plupart des hommes parlent des femmes. Et avec le premier accord Toltec, c'est devenu encore plus clair. Donc, que votre parole soit impeccable, c'est le premier accord à conclure pour être libre et heureux. Cela demande simplement de faire attention à ce qu'on dit. Et maintenant, je passe la parole à Florence. Alors, le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, pourquoi en fait nous faisons une affaire personnelle de ce qu'on nous dit, et puis je vous proposerai également quelques pistes pour sortir de cet engrenage négatif et qui se retourne toujours contre nous. Donc, pourquoi nous faisons une affaire personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, nous acceptons ce qu'on dit de nous. Un exemple, quelqu'un va me traiter d'imbécile. Voilà. Et si je le prends de façon personnelle, en fait, ça veut dire que je donne tout de suite mon accord.
instantanément, je donne mon accord à ce que l'autre me dit. Donc, par conséquent, je sous-entends que je peux me considérer comme imbécile. L'autre me dit, tiens, tu es une imbécile, je lui donne mon accord, inconsciemment, spontanément, donc je me considère comme une imbécile, ça fait son chemin, et j'ouvre la porte à ce jugement, et je m'auto-juge en fait. Alors, il est utile de comprendre, avant d'aller plus loin, que la critique n'est que l'avis d'une personne. Je ne dis pas que quand on nous fait des remarques sur notre travail, sur notre comportement, ce sont des remarques qui sont non fondées. Mais attention, parce que souvent, c'est l'avis d'une personne, d'une seule personne qui se permet de juger. Et là, donc, et elle reste, cet avis reste subjectif. On entend souvent d'ailleurs, et ça nous l'étudions en coaching, c'est le tu-tu. Revenir sur un comportement, revenir sur une parole, revenir sur des faits n'est pas objectif, est objectif. Donc l'avis d'une personne va être subjectif. Euh, Si on se sent visé, on se sent concerné. Et là, l'affaire devient personnelle et donc on rentre dans une spirale négative et c'est une source de pensée limitante. Mais vous l'avez déjà entendu, souvent on dit, tiens, dans une fratrie, oh l'aîné était comme ça, la dernière, qu'est-ce qu'on va en faire? Elle n'écoute rien, ou autant l'aînée était très bonne à l'école, et autant ben, le dernier, je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée quand elle est sortie d'un média, elle était directrice de cabinet. Mais je vais revenir après parce que l'exemple est très, très parlant. Et au tout début, en fait, quand elle se présentait, elle me dit, moi, en fait, je suis celle qui a le moins réussi dans ma famille, je suis la moins intelligente. Pardon? Déjà là, je me dis, arrêtons-nous déjà sur ce premier point. Et en fait, bah, elle avait deux frères, elle a toujours deux frères, l'un polytechnicien et l'autre Central Paris. Et pour sa famille, qui est une famille d'ingénieurs, de hautes études d'ingénieurs, elle avait fait les SEC. Et donc, je ne sais pas si elle l'a entendu, je ne sais pas si on lui a vraiment fait sentir, mais donc, c'était ce qu'elle, en tout cas, ce qu'elle en ressortait. Donc, s'auto-juger et s'auto-juger de façon aussi négative. Donc, déjà, elle est partie dans la vie avec cette a priori, cette conscience, pardon, cette pensée limitante qu'elle n'était pas au niveau de ses frères et donc ce qu'on pouvait attendre d'elle. Donc il y a trois raisons en fait à ce que nous prenons trop personnellement les choses qui nous sont dites. Et ben, donc premièrement, je rebondis sur ce que je disais précédemment, nous acceptons trop vite et trop facilement ce que l'autre nous dit. Donc là, on est à l'inverse d'un esprit critique. Deuxième raison à cela, c'est que nous croyons que ce qui nous arrive nous concerne. Ce qui veut dire qu'en fait, nous avons l'impression que nous sommes responsables de tout. Attention à l'égocentrisme, nous ne sommes pas le centre du monde. Euh, et donc, si nous nous sentons responsables de tout, eh bien, à un moment donné, ça entame notre confiance en soi, et nous ne sommes pas responsables de tout. Alors, je vais vous donner un autre exemple parce que notre métier, à Thierry et à moi, n'est que finalement basé, ce qui fait la richesse de notre expérience, ce sont les accompagnements que nous réalisons. J'ai accompagné une femme qui avait créé une filiale au Mexique d'une boîte industrielle elle s'occupait évidemment au démarrage, eh bien, c'était du commercial, logistique et commercial. Et en fait, je démarre avec elle. Elle était rentrée du Mexique et pour des raisons familiales. Et elle me dit, je ne veux plus faire de développement commercial. Et on sentait vraiment que c'était quelque chose, sans rentrer vraiment dans l'accompagnement, que c'était quelque chose, quand elle parlait de ses expériences commerciales, c'est quelque chose qui l'animait. On sentait vraiment que ça correspondait à l'utilisation de ses talents. Et donc, bien sûr, j'investigue. Et elle me dit en fait qu'elle culpabilisait trop. Ce métier la faisait culpabiliser. Elle me racontait qu'elle avait signé justement un gros, gros contrat au Mexique et que quelques temps après,
mais vraiment très courte, son client était décédé d'un arrêt cardiaque. Et elle disait, en fait, je suis sûre que je lui ai fait signer un contrat important, peut-être trop important pour sa capacité de trésorerie, sa capacité financière. Et donc, il a trop de stress. Et donc, en fait, bah, elle s'est sentie responsable de, quelque part, du décès de cette personne. Donc, on a travaillé justement sur de se remettre à sa juste place. Quel était son rôle, quelle était sa responsabilité et qu'elle n'était pas elle n'intervenait pas, elle ne remettait pas en cause le libre arbitre du client qui a signé son contrat. Et en plus, elle ne connaissait pas la vie de son client. Donc ça, c'est important. Donc, lorsque nous faisons une affaire personnelle de ce qui nous arrive, nous nous sentons coupables, blessés, rejetés. Et très important, la culpabilité, c'est un des sentiments en tant qu'adulte qu'on a le plus mal, qu'on a le plus de mal en fait à accepter, à digérer, à ingérer, à vivre. Et souvent, c'est la fuite, c'est le repli sur soi, c'est le manque de communication parce qu'on ne peut pas en parler. C'est très difficile. Donc, quand on se sent jugé, quand on prend ce qu'on nous dit de façon personnelle, première réaction, ça va être bah, quelque part une défense ou une attaque. Nous allons défendre nos croyances. Nous nous défendons. Comment nous nous défendons? Nous efforçons d'expliquer à l'autre que nous avons raison en imposant notre opinion aux autres. Mais là aussi, quand on impose notre opinion au monde, aux autres, eh bien, on impose notre propre vision et donc il y a conflit. Alors, il y a deux facteurs explicatifs à cela. Chaque personne est unique. Vous êtes unique. Je suis un être unique qui vit selon sa propre vision du monde, ce que l'on nous a inculqué, les croyances conscientes, inconscientes, tout ce que notre univers familial, socio-éducatif nous a en fait transmis par la parole, par les actes, par les articles, tout ce qu'on a entendu. Et donc, tout ce que notre représentation du monde est basée sur notre éducation, sur les cultures, sur notre culture, sur notre valeur, sur les croyances. Et donc, il y a autant de visions du monde que de personnes. Même si, encore une fois, on peut créer des grands groupes. Mais même à l'intérieur de ces groupes, je dirais que tout ce qui nous est transmis par notre famille fait de nous vraiment des êtres qui ont une vision très personnelle et très unique. Et donc, ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, ça leur appartient, nous n'en sommes pas responsables. Chaque personne a un point de vue personnel. Un autre exemple, Valérie, en repositionnement professionnel, catégorie monde de produits, 55 ans, donc accompagnée, m'appelle un jour, elle me dit, voilà, j'étais en call avec un chasseur de tête de Lyon. Alors, je dis bien de Lyon parce qu'elle elle est parisienne. Et elle me dit, ça va pas du tout. Il m'a dit que je ne retrouverai jamais de job à 55 ans. Et là, mon premier réflexe, ça a été de lui dire, mais où est écrite cette vérité absolue? Là, il te répond avec sa propre vision, peut-être de son marché, de là où il est, de son vécu personnel. Valérie a retrouvé un job dans l'année qui a suivi. D'accord? Donc, moi, je fais toujours très, très attention à ça. Mais évidemment, ça appuie sur la peur. Parce que Valérie, 55 ans, c'est vrai que c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme job? Et surtout, est-ce qu'on va réussir à retrouver un job en fonction de notre valeur, de ce qu'on veut? Et donc, une personne qui se montre en colère, par exemple, va s'appuyer sur sa peur. De même qu'une personne enthousiaste, à votre égard, va s'appuyer sur votre bonheur à elle. Regardez-vous, réfléchissez aux personnes que vous connaissez dans votre entourage professionnel ou personnel. Vous les croisez au mois de décembre, ils vous envoient que des stocks positifs, en fait, sur vous ou sur votre travail. Et puis, vous les croisez un mois plus tard, là, ça va être des stocks négatifs, dans le jugement, dans la critique. Eh bien, interrogez-vous sur ce qu'ils vivent eux, que ce soit dans leur univers professionnel ou au travail, parce que ce que nous vivons va bien sûr interagir dans ce que nous émettons vis-à-vis des autres. Enfin, à tendance. Thomas d'Azembourg, d'ailleurs, nous conseille en fait
il emploie cette expression que j'aime beaucoup, c'est de s'asseoir régulièrement sur sa chaise intérieure pour analyser, faire le vide et définir ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre. Définir comment nous nous sentons et du coup, comment limiter ce que nous sentons en positif ou en négatif pour émettre en fait pour émettre des signaux logiques et sereins vis-à-vis des autres. Alors, une personne qui s'aime aura des relations harmonieuses avec les autres. Et une personne, bien sûr, qui ne s'aime pas, eh bien, aura facilement une relation agressive et entrera très facilement en conflit avec les autres. C'est pour ça alors, on a beaucoup d'outils en coaching qui nous permettent d'analyser les ressentis, les émotions, de mettre des mots sur les mots. Euh, euh, les accords Toltec nous aident parce qu'on sait que c'est une des raisons qui impacte totalement les relations interpersonnelles. C'est comment sommes-nous, dans quelle position sommes-nous aujourd'hui? Ça renvoie à une analyse systémique, est-ce qu'on est OK déjà avec nous-mêmes? Si nous sommes OK, nous aurons tous tendance déjà à être OK avec les autres. Alors, deuxième facteur, donc le premier facteur explicatif, nous sommes uniques, d'accord? Le deuxième facteur explicatif, eh bien, c'est que nous ne nous connaissons pas vraiment bien. Euh, les opinions aussi que nous avons sur nous-mêmes ne sont pas nécessairement vraies. On dit, tiens, je suis comme si, ou j'ai telle force, mais est-ce que c'est vrai? Quelque chose en Donc, fou. pardon? Ah, excusez-moi, j'ai cru que quelqu'un voulait prendre la parole. Ce sont aussi des croyances toxiques qui sont profondément ancrées en nous. Euh, euh, Là aussi, autre exemple, Stéphane que j'ai accompagné, en fait, avait pris un job qui ne lui correspondait pas et il est sorti assez rapidement. Et vraiment, il était en constat d'échec. Il s'est dit, je n'y arriverai jamais. Là, en fait, je suis déjà à mon plafond de verre, je ne vais pas y arriver. Et en fait, il avait une telle exigence vis-à-vis de lui-même, il avait intégré en fait qu'il méritait ou qu'il devait aller chercher ça, ce type de job, eh bien, en travaillant, il s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas du tout son objectif, pas sa motivation, et surtout, il n'était pas fait pour ça. Et ça n'influe en rien sur sa valeur et sa potentielle réussite. Encore une fois, il fallait trouver le bon chemin. Donc, comment, en fait, là, quelques exemples, enfin, quelques pistes. Alors, c'est de la gymnastique, hein, parce que ça nous demande de revenir très régulièrement là-dessus. C'est comment s'empêcher de prendre tout personnellement. Alors, donc, déjà en préambule, pour synthétiser ce que je vous ai dit avant, c'est que la critique positive ou négative à votre rencontre n'est que la projection de l'idée qu'une personne se fait de vous. Ce n'est en aucun cas une vérité absolue. Là, vraiment, je vous le demande de mettre des post-it régulièrement. Ce n'est pas une vérité absolue. Et puis déjà, si la vérité absolue sur tout, ça ferait bien longtemps que nous aurions trouvé des solutions à tous nos soucis. Autrement dit, l'image que l'autre se fait de vous ou de votre travail n'est pas forcément une vérité. C'est une image. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Et en tout cas, vous avez l'autorisation et l'obligation d'investiguer l'origine de cette opinion, de ce jugement. Alors, Don Miguel Ruiz nous propose 5 solutions. Déjà, faire l'inventaire de vos croyances, de vos drivers, pour faire pardon, en vous-même. Quelqu'un qui a une blessure d'abandon ne va pas réagir de la même façon qu'une blessure de manque d'amour ou de manque d'intérêt. Si votre driver soit fort, eh bien, vous ne vivrez pas les mêmes situations de la même façon que le driver fait plaisir. Donc ça, c'est important. Ensuite, faites-vous confiance. Alors ça, je sais que c'est très difficile, surtout avec notre éducation judéo-chrétienne dans le monde dans lequel nous vivons. Mais vous avez fait beaucoup de choses déjà de façon personnelle ou professionnelle. Vous avez des réussites et vous avez fait du mieux que vous pouvez
et surtout compte tenu, encore une fois, des circonstances dans lesquelles vous avez été amené à prendre des décisions, vous avez été amené à agir, à vous mettre en action. Faites-vous confiance. Décidez ou non de croire ce que les autres vous disent. Analysez-le, ne l'acceptez jamais spontanément et revenez dessus en investiguant, en questionnant et puis aussi en vous questionnant vous. Et puis enfin, soyez attentifs aux actes pour pour décider de stopper ou non une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Si une relation, justement, parce qu'il y a beaucoup de jugements, donc comme vous décidez de ne pas l'accepter personnellement, vous avez aussi à décider de si vous continuez à la subir ou non, surtout si vous n'avez aucun impact sur cette situation. Un exemple, un salarié accompagné, là en coaching, hein, dans une organisation matricielle d'un groupe chinois, était constamment agressé en fait par son VP chinois. De toute façon, la situation était bloquée, l'autre ne changerait pas de mode de fonctionnement. Donc là, ce professionnel, est-ce qu'il accepte ou non de continuer à subir cette relation? Alors, comme je vous disais, c'est une gymnastique. Ça nous force à, à une certaine en fait, vigilance. Et donc, au fur et à mesure, en fait, que vous mettrez en œuvre ces 5 pistes, eh bien déjà, vous ferez plus confiance, vous allez investiguer, vous n'accepterez plus spontanément ce que l'autre vous dit. Donc, eh bien, vous serez moins dans la souffrance. Je vais reprendre, je vais passer la parole à Thierry pour sa maxime bouddhiste et ensuite je vous parlerai du troisième accord. Ton son, Thierry? Oui, la maxime bouddhiste, c'est à la fin du troisième accord. Ah, pardon. Ah ben, je continue alors. Pardon. Pourtant, je peux vous dire qu'on a l'habitude, mais de temps en temps, on peut peut-être s'emballer. Alors, qu'est-ce que faire une supposition? En fait, j'adore, Il moi, faut, les deux il accords. faut, J'aime bien faire. il faut que tu changes la slide. Ah oui, ces deux accords, moi, le deuxième accord, ne pas prendre personnellement, et le troisième accord, ne faites pas de suppositions, en tant que professionnel et en tant qu'être humain, m'a considérablement fait évoluer. Donc, c'est pour ça que j'adore en parler. Qu'est-ce que faire une supposition? Déjà, supposition rime avec intention. Est-ce qu'on a une bonne intention? Est-ce qu'on a une mauvaise intention? Est-ce qu'on a l'intention de faire du mal ou est-ce on a une intention au contraire de donner du bonheur? Quand Thierry parlait de la parole sans péché, eh bien, ça renvoie à la parole sans mauvaise intention, sans intention de faire du mal. Euh, Lorsque nous supposons à propos d'une personne, nous lui prêtons des intentions concernant un comportement, un fait, une parole, un acte. Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle se comporte comme ça en réunion? Pourquoi elle m'a fait ce reproche? On suppose également que tel ou tel événement va s'expliquer de telle ou telle façon. Donc, on est en train de refaire toute la mécanique et on suppose, on multi-suppose ce qui est à l'origine d'un événement, d'une parole, d'un comportement. Donc, quand on suppose, bon, déjà, on suppose une intention de l'autre, de la part de l'autre, et puis on suppose en fonction de ce que nous sommes. Donc, encore une fois, de notre vision totalement personnelle. Donc, derrière cette vision totalement personnelle, eh ben, il va y avoir des croyances, et puis il y a aussi, c'est lié aussi à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, quand on fait des suppositions, on a tendance en fait à faire des suppositions à propos de tout. Ce que les autres font, ce que les autres pensent et les raisons qui font que les autres agissent de telle ou telle façon.
Donc, nous interprétons de tout de travers, en fait. Comme nous faisons des suppositions à partir de ce que nous pensons, de ce que nous croyons, de notre vision, des héritages conscients et inconscients de notre éducation, euh, eh bien, l'autre, en fait, on n'est pas à la place de l'autre, l'autre qui est un être unique, qui aussi a sa propre vision du monde, eh bien, on va souvent se tromper. Ces suppositions ne sont pas vraies, et donc, nous allons engendrer de la souffrance. En fait, on est dans le rêve. On peut être dans le fantasme, on est totalement dans le rêve. Et là, moi, j'ai des exemples qui reviennent systématiquement dans la démarche, la campagne réseau de mes coachés. J'entends régulièrement, ah, je ne comprends pas. J'ai rencontré Monsieur Durand il y a 2 mois, alors évidemment, j'ai changé les noms. Il m'avait dit qu'il reviendrait vers moi, il ne le fait pas. En fait, je ne l'intéresse pas. En fait, il me ment. Déjà, je n'ai pas rencontré quelqu'un de bien. Euh, et du coup, surtout pour des cadres dirigeants qui sont en pleine recherche d'opportunités, ne pas avoir de retour, là, on a le sentiment qu'on déchoit, qu'on n'est pas intéressant, qu'on n'est pas pro, qu'on n'a pas de valeur ajoutée, qu'on est rejeté par le groupe. Et en fait, on s'aperçoit, quelque temps après, que M. Durand subissait une réorganisation, qu'il se trouvait dans une situation délicate. Donc forcément, il était en train de s'occuper de lui dans cette organisation. Et en fait, M. Durand est finalement sorti de l'entreprise. Donc, vous voyez, la supposition n'a rien à voir avec la réalité. Le seul impact que ça a eu, ça a entraîné de la négativité et un manque de confiance en soi et de regard de soi. Donc, mon client n'était pour rien. Alors, il y a 4 facteurs explicatifs, hein. Le premier, donc, c'est qu'on a tous peur de l'incertitude. On veut trouver des explications à tout. Regardez ce qui s'était passé par le Covid, ça a été une psychose terrible. À chaque fois que moi, je démarre un accompagnement, alors je vais parler plutôt d'outplacement là, on me dit dans combien de temps j'ai retrouvé un job. Mais moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quel est le conflit international qui va déboucher dans les prochaines semaines et qui va impacter économiquement et qui va avoir un impact géopolitique. Frédéric parlait tout à l'heure de mes interventions auprès des généraux. Et j'aime bien aussi auprès des généraux qui vont continuer leur parcours professionnel dans le civil. J'ai à ce niveau-là, beaucoup évidemment de stratèges en géopolitique. Mais ils nous disent, nous, avec toutes les données qu'on a, on est incapable de prévoir avec certitude une situation géopolitique à temps de mois. Donc, on ne fait que s'ajuster à la situation économique et à ce que ça influe justement sur les décisions des entreprises. Donc, mais tout le monde a peur de l'incertitude. Si on savait tout, eh ben, on serait rassuré. Donc, comme nous ne savons pas, nous allons inventer une histoire, nous allons justifier, vouloir tout comprendre. Seulement, ça ne nous appartient qu'à nous. Donc, deuxième facteur explicatif, quand les personnes nous disent une chose, eh bien, nous faisons des suppositions quant à leur motivation. Il me dit ça parce qu'il pense parce qu'il veut cette place, parce qu'il veut le job d'après. Alors, donc, nous faisons des suppositions pour combler notre besoin de savoir. Et souvent, nous faisons des suppositions. Donc, comme nous avons besoin de savoir, nous faisons des expositions. Donc, nous racontons une histoire, nous imaginons une histoire et parce que nous n'osons pas poser de questions. Et enfin, en troisième point, troisième raison, en fait, facteur explicatif, nous supposons que tout le monde voit le monde comme nous le voyons. Nous supposons que l'autre pense comme nous. Nous supposons que l'autre ressent les choses comme nous. Et enfin, nous supposons que les autres jugent comme nous jugeons. Ce qui est erreur, erreur, erreur. Euh, donc, on ne prend pas le temps suffisamment pour poser des questions, pour interroger l'autre de la façon dont il perçoit une situation, dont il perçoit un comportement et ce qu'il ressent. Alors,
surtout, il y a en fait un axe, une piste et une solution pour s'empêcher de faire des suppositions. Eh bien, c'est tout simple, hein. En fait, non, il y a deux solutions, pardon. La première, c'est d'adopter une communication claire. Donc, ça veut dire avoir le... Alors, c'est là où ça devient moins simple, c'est d'avoir le courage de s'exprimer en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, et non de ce que veut l'autre. Et vous verrez, et c'est pour ça que là, moi, je peux partager avec vous mon cheminement. Moi, mon driver, c'est fait plaisir d'enfance, fait plaisir. Sois forte et fais plaisir. J'ai deux drivers. Je peux vous dire qu'ils m'ont bien empêché euh, qui m'ont fait prendre de mauvaises décisions et en tout cas d'adapter de mauvais comportements qui se retournaient contre moi. Bien, dès l'instant que j'ai accepté d'avoir le courage d'exprimer ce que je ressentais ou ce que je voulais ou ce qui n'était pas acceptable pour moi ou ce dont j'avais besoin. Alors les premières fois, ça n'a pas été évident, hein, parce que là, on se lance dans le grand bain sans bouger. D'accord? Eh bien, comme par hasard, ça va mieux. L'autre peut ne pas être d'accord avec moi. Mais si moi, je lui montre l'exemple en lui exprimant ce que je veux ou ce que je ressens, ben, l'autre, à un moment donné, va également suivre en fait ce cheminement. Donc, vraiment une communication claire. Mais ça renvoie à la notion d'authenticité, de sincérité. Ça ne veut pas dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne parle pas de ça. Il y a le fond, la sincérité, puis il y a la forme. Puis la deuxième solution, c'est de poser des questions. Si on ne pose pas de questions, on ne peut pas savoir ce que l'autre vraiment a en tête. Et même, on sait très bien qu'en coaching, il faut poser plusieurs fois la question pour permettre à l'autre de construire sa réponse et d'atteindre sa vérité. Donc, quand l'autre nous émet quelque chose, c'est peut-être pas fondamentalement ce qu'il a vraiment en tête. Donc, lui poser plusieurs fois la question et reformuler et poser des questions complémentaires va aider à l'autre de clarifier sa pensée ou son ressenti. Et donc, eh bien, nous ne serons plus dans les suppositions. Et ça, moi, je travaille beaucoup aussi en recrutement. Plutôt que, parce que le recrutement, le process de recrutement, un contexte de recrutement professionnel, c'est un contexte idéal pour les suppositions. Parce qu'on va croire des valeurs, on est en position d'audit, puisque les autres nous auditent, on peut être en position peut-être un peu plus basse, en posture basse, parce qu'on cherche un job, mes coachés cherchent un job, et donc mes coachés spontanément n'ont pas tendance à poser des questions. Mais je les engage à poser des questions pour comprendre les enjeux du recrutement, la culture vraiment de l'entreprise, est toujours basée sur des exemples, comment sont prises les décisions, quels sont les moyens à leur disposition, comment ça fonctionne. Parce que plus ils vont poser des questions, moins ils feront de suppositions et plus ils seront aussi en capacité de dire oui ou non à cette proposition. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions. Et au contraire, plus vous poserez des questions et plus la relation interpersonnelle deviendra riche et se développera, et plus la confiance s'installera. Là, Thierry, ton micro. Le micro. Oui, la maxime bouddhiste, c'est une chose que j'ai rencontrée il y a très longtemps. Enfin, j'ai rencontré le bouddhisme il y a très longtemps. Et cette maxime m'a toujours parlé. Remercie celui qui t'énerve de t'aider à voir ce qui s'énerve en toi. Ça résonne beaucoup avec les accords Toltec parce que au lieu de réagir à ce que l'autre nous dit ou à ce que l'autre provoque, regardez en nous ce qui se passe. Alors, en fait, j'ai rencontré cette maxime lors de mon premier stage de développement personnel dans les années 80. J'étais dans un très bel endroit et il y avait une très grande salle et autour de cette salle, il y avait une galerie avec des pièces où
les participants logeaient, et nous étions deux par chambre. Et moi, j'étais arrivé là avec une intention d'être dans une espèce d'introspection, méditation. Et dans la pièce où j'étais arrive une femme, une Italienne, exubérante, qui commence à ouvrir des valises et à déballer des choses et à parler, et à parler. Alors, ça m'a perturbé parce que moi, j'étais venu pour être dans le silence. Alors, je suis allé voir l'animateur et je lui ai dit, bon, il y a un problème, est-ce que je pourrais changer de chambre parce que là, cette personne, ça me perturbe. Eh bien, c'est intéressant. Il dit, comment ça, c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Regarde. Et c'est la première fois que j'ai rencontré cette Maxime. Il m'a dit, ben, regarde, cette personne, qu'est-ce qu'elle provoque chez toi? Regarde ce qui se passe chez toi. Alors, j'ai compris que le stage venait de commencer avant même le début des, des séances. Ce que nous vivons avec l'autre, ben, c'est tout le temps, une provocation. Ça nous dérange, ce qu'il nous dit, ce qu'il fait, son comportement. Ça perturbe nos systèmes à nous et c'est ça qu'il faut regarder. Et donc, je me souviens d'un dirigeant que j'accompagnais euh, à qui j'ai parlé de cette maxime et je lui ai proposé de regarder. Et 15 jours après, je l'ai retrouvé. Il m'a dit, ah ben, j'ai pensé à vous parce que bon, ses relations avec les dirigeants du conseil d'administration, les dirigeants, l'énervaient. Et en fait, cette maxime lui a fait prendre du recul et l'a aidé à voir son extrême et excessif besoin de cohérence et qui l'amenait à ne pas supporter les incohérences de ceux qui affirmaient n'importe quoi. Parce que c'est ce que nous vivons tout le temps. Lui, chaque fois que quelqu'un s'exprimait sans être cohérent, c'était une fausse note et il ne supportait pas. Donc, il a pris du recul et il a compris que son sens aigu de la cohérence n'était pas partagé et qu'il devait éclairer ou inspirer les autres plutôt que de les juger ou de s'énerver. À partir de là, il a commencé à, à ne plus être en réaction permanente, mais avec du recul et à regarder les autres et il a commencé à les aider, à les éclairer. Et en faisant ça, ben, il a aussi appris à respecter le quatrième accord Toltec. Et Florence, si tu peux passer au quatrième, faites toujours de votre mieux. Parce que, ben, comme beaucoup, cet homme était dans une recherche de perfection, une exigence, et forcément, à partir de là, ben, on est dans le jugement et on cherche toujours à être parfait. Et à ce moment-là, ben, on se pourrit la vie sans arrêt. Et donc, le quatrième accord concerne l'application des trois premiers, parce qu'ils ne sont pas faciles à respecter au départ. Et donc, au lieu de chercher à les respecter en perfection, parfaitement, ben, respectez le quatrième. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Votre mieux, d'ailleurs, ne sera jamais le même tout le temps. Parfois, il sera à un haut niveau, parfois moins haut, parce que ben, on peut être en forme, on peut être fatigué, on peut être heureux, irrité ou en colère. Et donc, on n'est pas toujours à notre niveau de performance maximum. Mais soyons indulgents. Nous ne sommes pas tout le temps parfaits. Et donc, à partir de cette acceptation, notre mieux devient meilleur parce que on cesse de se brider, de se perturber en en étant plus dans la culpabilité, la honte, l'autopunition. Alors surtout lorsque on fait de notre mieux, ben, on cesse d'être dans le jugement et on peut passer à l'action. On peut devenir plus fluide parce que on peut agir parce qu'on en a envie, sans juger, sans espérer une récompense, une reconnaissance. Et donc, on peut simplement passer à l'action. On peut être plus spontané. Et donc, on peut agir en aimant ce qu'on fait. Et on en est récompensé parce que on n'est plus attaché à la récompense. On fait ce qu'on aime faire. Si on aime ce qu'on fait, et si on fait constamment de notre mieux, alors on commence à jouir pleinement de la vie. Et être dans l'action, c'est vivre pleinement. Alors que, à cause de cette volonté d'être parfait, souvent on procrastine ou on n'agit pas et on est dans l'inaction. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la vie.
on, on a, parce qu'on a peur d'être vivant et de prendre le risque d'exprimer qui nous sommes, et on prend le risque d'être maladroit. Hein, Don Miguel Ruiz parle beaucoup de Forrest Gump, qui n'avait pas de grandes idées, mais il passait tout de suite à l'acte. Il faisait toujours de son mieux, et finalement, il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Donc, faire de son mieux, c'est agir et c'est être vivant et c'est prendre le risque de sortir de notre coquille. C'est sortir du jugement, c'est cesser d'être le juge et donc en même temps cesser d'être la victime du jugement. Alors, c'est pas spontané, c'est pas facile, mais finalement, affirmer j'ai fait de mon mieux, c'est très puissant. Alors, c'est pas toujours simple. Moi, j'ai pris l'habitude de dire de temps en temps que je peux être maladroit. Et je me souviens, j'ai dit à ma femme qui a un niveau d'exigence très élevé, j'ai dit, bah, écoute, je suis désolé, mais ben, je me suis trompé, j'ai été maladroit. Elle m'a dit, ah, bah oui, mais ça, c'est trop facile. Je dis, bon, elle n'est pas encore dans le quatrième accord. Mais moi, j'accepte finalement d'être maladroit. J'accepte de me tromper et j'accepte d'apprendre de mes erreurs. Alors, en France, on n'a pas le droit. Les Américains, eux, ils ont très bien compris que on, on apprend en se trompant. En France, on doit être tellement parfait parce qu'on est tellement extraordinaire. Les Français, et on est dans des jugements terribles que les Belges connaissent bien. Donc, nous sommes tellement exigeants que on peut pas accepter de se tromper. Euh, j'ai appris que, en fait, c'est une question d'intention. Si je n'ai pas de mauvaises intentions, ben, il n'y a pas de faute. On ne peut pas me juger s'il n'y a pas de mauvaises intentions. Donc, il y a une erreur qui n'est pas une faute. Je vous livre ça parce que depuis que j'ai compris que je faisais des erreurs, mais que si je n'avais pas de mauvaises intentions, il n'y avait pas de faute, qu'à ce moment-là, ben oui, je suis un être humain qui se trompe. Et ça arrive à tout le monde. Et franchement, quand on voit les êtres humains qui dirigent cette planète, on voit bien qu'ils se trompent beaucoup et que donc finalement, ils ne sont pas parfaits non plus. Euh, donc moi, faire de mon mieux est devenu une pratique et c'est un choix que j'ai fait, c'est un point de vue que j'ai choisi. Alors je me souviens d'un dirigeant qui avait du mal à déléguer parce qu'il ne faisait pas confiance à ses équipes. En fait, il a reconnu qu'il avait peur d'être mal jugé par son président si ses équipes ne réussissaient pas. Donc il leur mettait la pression, il contrôlait tout et il les empêchait de développer l'activité. Grâce à ce quatrième accord, il a dit un peu plus tard à ses équipes, j'ai compris que je suis imparfait et que vous avez vous aussi le droit d'être imparfait. Faisons de notre mieux. À ce moment-là, les relations avec l'équipe et le président ont changé. Les équipes ont pu se donner à fond euh, sans avoir la crainte de cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus d'eux, d'un jugement terrible si ce n'était pas parfait. Et donc les résultats ont suivi. Donc moi, je partage beaucoup le point de vue de Don Miguel Ruiz, selon lequel nous sommes nés avec le droit d'être heureux, avec le droit d'aimer, de nous réjouir, de partager notre amour, au lieu d'être encombrés par le mythe du péché originel. Alors, soyez vivants, embrassez la vie, appréciez-la, dites non lorsque vous voulez dire non, et oui lorsque vous voulez dire oui, vous avez le droit d'être vous-même. Et les trois premiers accords ne fonctionneront que si vous faites de votre mieux. Votre parole ne sera pas tout de suite impeccable, vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées, mais vous pouvez faire de votre mieux pour qu'elles soient de plus en plus impeccables. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, et celle de faire des suppositions, mais ces habitudes vont s'affaiblir et se manifester de moins en moins souvent. C'est une affaire de pratique, c'est une question de temps. Je vous ai dit, moi j'ai lu les accords Toltec il y a longtemps et de nombreuses fois, mais j'avais besoin de ce temps et de ces lectures pour intégrer. Mais maintenant, c'est intégré. Donc, il m'arrive de me tromper, d'être maladroit, et maintenant, je l'accepte. Parfois aux grandes dames de mon épouse, comme je vous l'ai dit. Donc, les quatre accords sont très simples, logiques. Même un enfant peut les comprendre.
mais il faut une attention, une volonté forte pour les remplacer et pour remplacer les anciens accords. Ça pourra sembler difficile, mais il faut y revenir, et encore, et simplement toujours faire de son mieux. Et progressivement, vous verrez que vous avez remplacé les anciens accords par les 4 accords et que votre vie est devenue simple, joyeuse, sereine. Moi, c'est ce que je vis. Et je veux dire que comme je fais plus, beaucoup moins de suppositions, ben, je pense moins. Alors, mon épouse me dit, oui, mais je te connais, tu penses tout le temps. Je dis, ben, moins souvent. Et, et- et je suis plus à l'écoute. Et dans notre métier de coach, ben, je suis plus disponible à l'écoute de l'autre parce que je ne suppose plus rien. J'écoute, je regarde. Et donc, revenez sur, enfin, intégrer ces accords, répéter, répéter. Et en mettant en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur. C'est la répétition qui fait le maître, dit dans Miguel Ruiz. Alors, il y a des jours où vous progressez plus rapidement que d'autres, et c'est normal. Il y a des jours où les émotions négatives, la peur, la colère, la frustration, la culpabilisation reprendront le dessus et détruiront l'énergie que vous aviez au saut du lit. Mais n'abandonnez pas, parce que ben, il nous arrive d'être fatigués, bien entendu. Il nous arrive de rencontrer des gens très négatifs, perturbants. Et donc, on ne se rend pas compte tout de suite, mais plus on développe notre attention, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on... Ah oui, j'ai revu cette personne et une fois de plus, le matin, j'étais pas bien. Ben oui, développez votre attention et revenez aux accords, n'abandonnez pas. Développez votre lucidité sur votre situation. C'est ce développement de cette attention qui va vous permettre d'accéder à cette fluidité, à cette simplicité. Donc, faites de votre mieux. Voilà 4 accords. Et ce que je propose, et ce que nous proposons avec Florence à partir de là, ben, c'est de revenir sur tout cela et de répondre à vos questions. Il y a un premier truc qui est intéressant, c'est de ces 4 accords, lequel vous parle le plus. On pourrait échanger là-dessus parce que nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Donc, euh, si cela vous aide, regardez quel est l'accord qui vous parle le plus ou celui qui vous dérange le plus. Qu'en pensez-vous? Alors, je vois que quelques personnes ont écrit dans le chat. D'ailleurs, Geoffrey Ribateau a demandé comment se défaire de la parole qui nous limite depuis l'enfance, quelles sont les solutions? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Pierre Pli a répondu que la psychothérapie pouvait avoir des résultats concrets. Et puis Emmanuel Morin parle des thérapies brèves et l'hypnose. Moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que effectivement, l'hypnose ericksonienne est très efficace, mais déjà simplement l'attention, la prise de conscience de ces paroles, comme cet homme qui me disait que il avait entendu son père dire on n'en fera rien de bon. Ce qu'on a échangé ensemble, c'est que peut-être il pouvait revenir là-dessus et dire à l'enfant qu'il était que son père n'avait pas dit que ça. Peut-être qu'il pouvait aussi faire la, la somme des paroles positives de son père pour contrebalancer cette parole négative sur laquelle il était resté fixé. Dans un certain nombre de situations que nous rencontrons, Florence et moi, on n'a pas eu besoin de faire un travail de thérapie brève. Le simple fait d'échanger, de parler les émotions de l'époque et, et de faire l'inventaire des opinions positives qu'on a reçues,
permettent déjà de prendre de la distance. Alors, il y a des situations qui sont plus graves que d'autres, et donc ce que je dis ne concerne que des situations qui ne sont pas trop graves, parce que bien entendu, de temps en temps, il y a besoin d'un professionnel. Mais déjà, développer son attention et regarder tout ce que nous avons reçu de positif. Une chose que je vis très souvent et que je recommande aux gens que j'accompagne, euh, c'est de faire l'inventaire de toutes les paroles reçues. Et par exemple, quand on quitte un job, on reçoit de temps en temps un certain nombre de paroles très positives. Ben, il faut les écrire, les noter et les placarder dans son appartement pour avoir sous les yeux tout le temps ces messages reçus des autres qui ont autant de valeur que les messages négatifs. Mais comme on n'a pas l'habitude de faire ça, puis on est français, donc on ne va pas oser faire une chose pareille, moi je vous recommande de faire l'inventaire de toutes les paroles positives que vous avez reçues depuis l'enfance. La grand-mère qui a dit ceci, mais aussi ces dirigeants qui vous ont dit à un moment donné que vous aviez eu un impact formidable. Ben moi, je recommande de faire la liste de ces paroles et de les placarder pour les voir tout le temps. C'est comme des mantras. Et notre cerveau, lui, il va commencer à regarder les choses autrement. Je voudrais insister sur, pour revenir, pour sortir un peu de paroles qui sont emprisonnantes en fait, ou de sentiments ou de ressentis totalement intégrés et ressentis négatifs, c'est effectivement de toute façon revenir sur ces ressentis, revenir sur ce qui s'est passé, le contexte, et accepter aussi de les regarder et avoir envie de s'en séparer. Parce que ce qui nous enferme aussi, eh bien, quelque part, comme on connaît, eh bien, c'est sécurisant. Il y a toujours des bénéfices à rester dans une situation connue, parce que justement, elle est connue. Donc, tout ça, c'est des processus de avoir envie que les choses bougent, en fait. Et c'est pas, et quand vous verrez envie, il y a le mot envie. Il y a, nous sommes en vie. Donc c'est important. La motivation, à un moment donné, vous allez la ressentir vous-même. Alors, Emmanuel, non, Thomas, non, c'est Soumiadi, ce qui m'interpelle le plus, c'est le deuxième accord. Et ensuite, elle nous dit comment changer et réussir à adapter ses comportements quand on a été façonné différemment. Ben, c'est ce que Florence vient d'évoquer. Euh, il faut, il faut prendre conscience, déjà, revenir sur ces phrases qui vous ont façonné, ces jugements, ces opinions de professeurs. Je suis frappé par le nombre de personnes qui trimballent encore des opinions de professeurs d'école. Euh, et puis de jugement de Florence a évoqué ce frère et cette sœur. Bon, il faut revenir là-dessus. Et moi, j'emploie beaucoup un truc, c'est si quelqu'un disait ça à un de vos enfants, que diriez-vous? C'est intéressant de faire cette espèce de translation. Si un de vos enfants vivait ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous lui diriez? Et comment vous lui parleriez pour qu'il change de mindset? Vous parleriez avec amour, vous chercheriez à renforcer sa confiance en lui parce que c'est ce dont il a besoin. Donc, ce truc de se décaler personnellement en, en imaginant qu'un autre enfant vit ce que nous avons vécu est assez puissant pour nous décaler et changer de regard. Olivier Dumont dit, faut-il être accompagné ou le chemin personnel suffit? Ouais, j'ai tendance à dire que tant que votre travail sur vous suffit à progresser, allez-y. Et il y a de très bons ouvrages, et il y a de très bons podcasts, il y a de très bonnes choses. Et puis si ça ne suffit pas, ben, il faut rechercher quelqu'un qui vous éclaire, qui vous accompagne. Et il y a toutes les démarches. Alors oui, ceci dit, oui. Euh, alors je m'inscris un petit peu en faux.
Il faut déjà démarrer seul, oui, parce que ça veut dire que la démarche vient de vous. En revanche, et ça, je pense que nous le partageons tous, dès l'instant où nous sommes tout seuls à nous regarder, nous sommes déjà dans la négociation avec nous-mêmes et nous sommes jugés partis pour nous-mêmes. Donc, bénéficier d'un regard extérieur, non jugé parti, dont les intentions sont déontologiques sont respectées, de toute façon, c'est un bien. Parce que Thierry, toi, quand même, ça fait des années que tu as ce regard sur toi-même, et quant à moi aussi, mais en même temps, moi, en tant que coach, je suis supervisée. Donc, j'avance aussi. On a tous besoin à un moment donné. On va à l'école pour apprendre des choses, on fait des formations, nous sommes dans une entreprise. Nous allons être aidés, accompagnés pour acquérir de nouvelles compétences et se développer professionnellement. Ben, finalement, le personnel, c'est un peu pareil. Et quand je dis personnel, c'est toute notre personnalité, notre personne au cœur des relations interpersonnelles que nous avons avec notre environnement. Et là, c'est l'environnement personnel et professionnel. Parce que bien souvent, quand il y a un souci, moi je vois d'intégration, par exemple, dans une entreprise, c'est rarement un problème de compétence, hein. Alors, il peut y avoir un énorme gap entre ce qui a été promis et et la réalité vécue. Et puis, il y a l'autre facteur important, c'est la non-acculturation et d'où ça vient. Gérer un conflit dans une entreprise, gérer un conflit managérial, gérer un conflit aussi avec ses collaborateurs ou avec son N+1 ou avec des pairs. Là, on est réellement dans la relation interpersonnelle. D'où s'exprimer clairement, poser des questions et ne pas mettre d'intention chez l'autre. Alors, Soumia parle du deuxième accord. Euh, ne pas prendre personnellement, ça, ça, ça repose aussi beaucoup sur un travail sur les émotions. Et tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'intelligence émotionnelle est très précieux et très important. Donc, moi, je vous engage à étudier l'intelligence émotionnelle, à comprendre les mécanismes. Euh, Florence a mentionné Thomas Danzenburg. Je vous recommande Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas, qui est une personne remarquable et qui est l'un des grands animateurs de la communication non violente. Comprendre ce qui se passe dans nos échanges avec les autres. Et donc, Thomas Danzenburg est commencé par cessez d'être gentil, soyez vrai. Vous avez aussi les mots sont des fenêtres. Marshall Rosenberg, qui est le pape de la communication non violente, sont des, des approches extrêmement intéressantes. Et tout ça, ça repose sur une compréhension des émotions. Et c'est pour moi extrêmement important de ne plus être embarqué par les émotions, mais de regarder ce qui se passe, de comprendre que les émotions, c'est la vie, mais qu'on a le droit de choisir ce qu'on va faire de ce que nous ressentons. Nous sommes dans une époque qui commence à prendre en compte les émotions, qui commence à prendre en compte ce qu'on appelle maintenant les fragilités. On n'est plus obligé d'être impeccable et on a le droit d'avoir des fragilités. Et je trouve que c'est une étape extrêmement importante. Et dans cette perspective, eh ben, reconnaître que nous avons des émotions, que nous avons des fragilités, est une façon de commencer à changer de regard sur nous. Donc, je vous recommande tout ce qui concerne la gestion des émotions. Et Sana a raison, inscrire partout, faire de son mieux est déjà rien que ça une très bonne, pratique.
Autre question, recommandation, contestation. Mais le livre vous pouvez le trouver partout, ce livre, et nous vous recommandons de le lire parce qu'il vraiment il est très très abordable en termes de contenu, de verbes, de langage. Il est vraiment très compréhensible et finalement facilement applicable. Alors, vous trouverez aussi le cinquième accord Toltec. Moi, je me suis arrêté au 4 parce que le cinquième a été écrit après. Et bon, personnellement, j'ai pas trouvé que ça ajoutait. Mais vous pourrez regarder tout ce que Don Miguel Ruiz a écrit. Euh, il y a aussi la maîtrise de l'amour ou l'art des relations, qui est alors quelque chose de tout à fait remarquable, mais qui est plus difficile d'accès. Enfin, c'est, c'est profond. Mais la maîtrise de l'amour ou l'art des relations, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. S'il n'y a pas d'autres questions, Nous allons rendre l'antenne. on va pouvoir s'arrêter. Merci à tous. Vous étiez nombreux. Ça, c'est bien pour nous aussi, ça nous fait plaisir. Et puis, ben, on vous retrouvera lors d'un prochain sujet. Et on est à votre disposition, Florence et moi, pour toute question, approfondissement, éclairage, bien entendu. Merci beaucoup, Florence et Thierry. Michel, tu veux conclure? Merci à vous deux pour ces 4 accords que vous avez présentés, que je vais placarder dans mon bureau pour passer devant régulièrement et y repenser, parce que je crois que on a besoin de ça, on a besoin de laisser infuser les choses, parce que c'est à la fois très simple et en même temps très profond dans nos remises en cause et nos modes de travail, de pensée, nos modes de fonctionnement avec les nôtres, hein, famille, collègues, collaborateurs, etc. Voilà, donc c'est plein de sagesse. Vous avez donné plein d'éclairages, plein d'exemples, donc merci beaucoup. Et puis, eh bien, à très bientôt pour d'autres sujets. Bientôt. Et puis, nous referons également les accords Toltec un moment prochain pour voir comment on a progressé d'une année sur l'autre. Voilà. Merci à vous Au et puis revoir. à tout Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Bonjour, j'ai juste une toute petite question. Oui. J'ai vu que la séquence était enregistrée. Je serais très intéressé de pouvoir me la revisionner. Est-ce que Mm. c'est possible? Oui, le replay sera envoyé à tous les participants Ah, de ce génial, génial. webinaire. Super. En tout cas, merci beaucoup et puis bravo parce que c'était vraiment très, très bien et merci encore. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Au Merci revoir. à Merci. vous. Ciao, ciao.